Bonjour à tous et merci d'être venus ici pour écouter une table ronde avec des participants particulièrement distingués. Moi je suis très impressionné d'être là pour parler des copains de Dracula que nous allons d'ailleurs étendre parce qu'il n'y a pas de raison de parler que de Dracula et de ses copains. On va parler aussi d'une manière plus générale de sa descendance vampirique au sens le plus large. Et donc, pour ce faire, nous avons Jean-Pierre Fontana, président fondateur du Grand Prix de l'Imaginaire et spécialiste en particulier du cinéma fantastique, puisque nous attendons un ouvrage qui fera date à la rentrée donc sur ces genres de cinéma. Sophie Jomain qui nous a donné déjà 2 volumes des aventures de Felicity Hadcock, donc où ce sont des vampires assez particuliers, plutôt on pourrait dire un peu style, plutôt dans la tendance actuelle de la Beat-Lit, quelque part. Voilà. Barbara Sadoul, qui, elle, a écrit des pièces de théâtre pour à la fois faire peur et amuser les enfants, des vampires tout à fait particuliers, comme vous le découvrirez. Morgane Cossarieux, qui, avec Dans les veines, nous a donné là aussi une image des vampires tout à fait étonnante, et Fabien Clavel qu'on ne présente plus car c'est un écrivain qui a fait dans tous les domaines de la fantaisie et du fantastique ainsi que du thriller jeunesse récemment, mais que nous allons écouter aujourd'hui pour ses romans, d'une part Homo Vampiris et puis d'autre part la trilogie du Miroir aux vampires. Donc, vous allez le découvrir, les copains de Dracula, ils sont quand même ils ont quand même pas mal évolué et ils se sont beaucoup différenciés au cours des années. Mais je pense que peut-être le mieux pour entamer cette table ronde, c'est d'abord de parler quand même du conte lui-même, Dracula, et je vais demander à Jean-Pierre Fontana de nous parler un petit peu de cette image du vampire, parce qu'on voit tous Bela Lugosi et Christopher Lee dans l'image du vampire. Donc comment on est arrivé à cette image très stéréotypée, quelque part, du vampire, avant de voir ensuite son évolution. Jean-Pierre? Je commencerai d'abord par la première adaptation de Dracula au cinéma. C'est d'ailleurs la seule adaptation qu'il y a eu à l'époque du cinéma muet. Le film, vous le connaissez peut-être, c'est quand même un des chefs-d'œuvre du cinéma mondial, c'est Nosferatu, dont le titre n'est pas Dracula, puisque le réalisateur, enfin les producteurs n'avaient pas pu obtenir les droits. Donc Nosferatu se présente de la manière suivante. On a pratiquement devant les yeux une sorte de mort-vivant, avec une tête, je dirais, qui peut ressembler un peu à un rat, avec des mains décharnées, et qui est souvent accompagné par des rats, et il symbolise vraiment la peste, puisque le vampire était dans la mythologie, dans les croyances, était souvent associé justement au phénomène de peste. Je signale, je ne le redirai pas, mais il y a eu une adaptation récente, je dirais moderne, de Herzog, avec Klaus Kinski dans le rôle de Dracula, où on retrouvait un peu l'apparence qu'on avait dans le film de Murnau et qui était interprété par un certain Max Schreck. Voilà. C'est donc la seule adaptation qu'on a et dans lequel on a un vampire qui n'est absolument pas sympathique et qui va mourir parce que la femme qu'il convoite, je crois que c'était Lucie, va le retenir jusqu'au lever du jour, et au lever du jour, donc, il s'est fait piéger et il va mourir donc sous l'atteinte des premiers rayons du soleil. Voilà. On arrive après au cinéma parlant avec un premier film interprété par Bela Lugosi, où là, le Dracula devient complètement différent,
ça devient un séducteur. D'ailleurs, Bela Lugosi a eu durant sa vie un certain nombre de femmes, ça n'a pas arrangé sa carrière d'ailleurs, hein. Mais bon, peut-être que maintenant il plairait un peu moins, mais à l'époque c'était vraiment un séducteur, et on a un Dracula qui est totalement un séducteur, qui hypnotise, etc. et qui va en quelque sorte pendant, je dirais, plusieurs décennies, être l'archétype du vampire au cinéma. Là, on a une différence par rapport au premier film, c'est-à-dire que pour le faire disparaître, il faut lui enfoncer un pieu dans le cœur, hein, et c'est ce qui va se passer. Bon. Le cinéma parlant, toute la période Universal va réutiliser Dracula dans un certain nombre d'adaptations, où on va d'ailleurs le mêler avec d'autres créatures comme le loup-garou, Frankenstein, etc. Mais globalement, Dracula garde toujours un petit peu les mêmes caractéristiques, et même un petit peu avant la Hammer film qui va démarrer vers les années 58-59, certains films espagnols, certains films mexicains vont reprendre toujours un petit peu les mêmes caractéristiques. Je dirais un Dracula qui est relativement beau et qui a toujours l'aspect de séduction, qui quelquefois se transforme en vampire volant. Enfin bon, mais ça c'est des détails cinématographiques. Arrive donc la Hammer film, et la Hammer film va, je dirais, personnifier Dracula à travers Christopher Lee. Là aussi encore, on a quelqu'un qui a une certaine beauté, qui, à la limite, qui peut plaire aux femmes, si je puis dire, hein, et qui arrive donc de cette manière-là à séduire les personnes, enfin les femmes dont il va se servir pour se nourrir, avec, je dirais, une petite différence peut-être par rapport à certains films d'avant, c'est-à-dire qu'il va créer autour de lui des femmes vampires qui vont, en quelque sorte, souvent l'accompagner, hein. Alors, la Hammer Film a utilisé à de nombreuses reprises Dracula avec un certain nombre de différences. Bon, par exemple, entre le cauchemar Dracula et Dracula Prince des Ténèbres, dans un premier temps, on a un vampire qui parle, qui a une élocution, etc. Dans le deuxième, ça devient carrément un animal qui feule, etc., mais qui ne parle pas, par exemple. Et encore, pendant pas mal d'années, toutes les autres adaptations, je prends par exemple le Dracula de John Badham, où on a encore de nouveau toujours un Dracula séducteur. Bon, la disparition de Dracula sera différente selon les films. On a toujours le problème du pieu dans le cœur, le problème du soleil qui peut le détruire. Dans certains cas, c'est même également l'eau vive. Hein, si le vampire tombe dans l'eau vive, il meurt, ou enfin il meurt. Il est déjà mort, je dirais, mais il va disparaître. Et je voudrais quand même revenir aussi sur un petit cas particulier. C'est un film qui s'appelait Dans les griffes du vampire, un film américain qui est un western, et dans lequel il y a donc un vampire où là on va avoir un certain nombre de différences. C'est-à-dire que ce vampire-là, d'abord, va se promener dans la journée, ce qui n'était pas le cas peut-être auparavant. Bon, il a quand même, je dirais, il prend un certain nombre de précautions, mais donc il se sert d'un revolver, évidemment, comme ceux qui vont l'affronter, parce qu'il affronte des gens, je dirais, en duel, et tous ceux qui lui tirent dessus, souvent, il dégaine moins vite que les autres, mais comme les balles ne lui font rien, évidemment, il est toujours gagnant. Jusqu'au jour, et là vous allez voir un petit peu ce qui se passe par rapport à un autre mythe, c'est que pour le tuer, il faut utiliser des balles en argent, et là on rejoint le mythe du loup-garou. Donc on s'aperçoit qu'au fur et à mesure que les années ont passé, et encore une fois j'essaie d'être succinct parce qu'il y a du monde autour de la table, le vampire a énormément évolué. Bon, c'est vrai que par la suite il a toujours gardé ses caractéristiques de beauté. On le voit d'ailleurs dans les séries actuelles du genre Vampire Diaries, etc., où les vampires sont toujours très beaux, ou en tout cas on peut les trouver beaux, mais les caractéristiques, la manière de le supprimer, si je puis dire, on est également, si vous voulez, évoluer, mais on est quand même loin du mythe fondateur. Voilà, donc je vais laisser la parole maintenant à d'autres, parce que c'est quand même plus les romans et les nouvelles qui intéressent la table ronde, mais c'est vrai que je pense que le cinéma a quand même énormément contribué à l'évolution de ce mythe et du personnage. Voilà.
Absolument. Cinéma et séries télévision, tu viens de citer Vampire Diaries, bon, il y en a True Blood, etc. Alors, c'est vrai, ça amène déjà à une caractéristique qui est reprise dans les romans de Sophie et dans ceux de Fabien, c'est que là, on a des vampires qui sont capables d'évoluer en plein jour. Hein, donc, ça serait, je pense, peut-être intéressant maintenant, avec Sophie, avec Fabien, de voir pourquoi ils ont fait évoluer leurs vampires comme ça, qui en plus de ça sont des vampires qui sont jeunes, hein, puisque dans les deux cas, ce sont vraiment de très jeunes vampires qui vont encore au lycée, etc. Donc je pense que ça serait intéressant de voir pourquoi tous les deux vous avez pris des vampires comme ça qui ne correspondent plus aux caractéristiques habituelles. Alors, il y a en fait quelque chose de tout simple. Alors là, je parle pour le roman destiné aux adolescents. A priori, quand on est dans une famille saine et normale, à 14-15 ans, on ne sort pas la nuit. Donc on a quand même peu de chance de rencontrer un vampire en pleine nuit, dans une discothèque, dans un bar, enfin mis à part les soirs d'hiver où le soleil se couche à partir de 18h. Donc, pour moi,